Pendant longtemps, le plus grand défi pour les grands modèles de langage, ça a été un peu une course à l'armement. Pour les rendre plus intelligents, eh bien, on les rendait tout simplement plus gros. Plus de paramètres, plus de données, une véritable approche de force brute. Le problème, c'est que cette méthode a fini par heurter un mur de coût, d'inefficacité, c'était devenu tout simplement intenable. Alors, la question se pose. Et si cette force brute n'était plus la solution? C'est exactement là qu'intervient une architecture qui change la donne. Le mélange d'experts, ou Mixture of Experts en anglais. L'idée de base, c'est d'arrêter de construire des cerveaux géants qui font tout en même temps, pour passer à quelque chose de bien plus intelligent, de plus agile. Pour vraiment saisir la différence, cette comparaison est parfaite. D'un côté, on a le modèle classique, le modèle dense. Imaginez un instant que pour la moindre petite pensée, la moindre tâche, vous deviez mobiliser 100% de votre cerveau. C'est puissant bien sûr, mais quel gaspillage d'énergie. De l'autre côté, on a le modèle mélange d'experts. Là, c'est complètement différent. Seuls les spécialistes nécessaires, les petits groupes de neurones pertinents, s'activent pour la tâche. On garde la puissance, mais on fait chuter le coût de calcul de manière spectaculaire. Alors, concrètement, comment ça marche, cette fameuse équipe d'experts? L'idée de génie, c'est vraiment de passer d'un seul cerveau omniscient et surpuissant à une collaboration intelligente entre plusieurs spécialistes. D'un point de vue technique, un mélange d'experts, c'est une architecture d'IA qui n'est pas un seul gros bloc, mais qui est composée de plusieurs sous-réseaux. Chacun de ces sous-réseaux est un expert. Et pour chaque tâche, il y a une sorte de chef d'orchestre qu'on appelle un réseau de routage ou gating network, dont le seul travail est de sélectionner le petit groupe d'experts le plus pertinent. Pour faire simple, imaginez que cette architecture est comme un grand cabinet d'avocats ou de consultants. Une nouvelle affaire arrive, c'est notre information, notre token. Le directeur du cabinet, qui est notre réseau de routage, ne va pas mobiliser les 200 avocats de la firme, non. Il analyse l'affaire et il la confie à une petite équipe de choc. Les 4 meilleurs spécialistes du domaine. Disons un expert en droit des sociétés, un en fiscalité, un en droit du travail et un en propriété intellectuelle. Ces 4-là collaborent, combinent leurs expertises et livrent une réponse bien plus pertinente que si un seul généraliste avait tout fait. Eh bien, c'est exactement ce ballet qui se joue à l'intérieur de ces modèles des millions de fois par seconde. Et ce chiffre 4, il n'est pas anodin. Il est même devenu une sorte de standard dans les architectures les plus récentes et performantes. Pour chaque petit morceau d'information, ce qu'on appelle un token, on ne va pas activer un seul expert, mais bien une petite équipe, souvent 4 d'entre eux. C'est cette collaboration ciblée qui est au cœur de l'efficacité du système. Mais attention, cette idée, aussi brillante soit-elle, n'est pas tombée du ciel hier. C'est en réalité l'aboutissement d'un concept qui a mûri pendant des décennies au sein de la communauté de recherche en IA. Les toutes premières ébauches de l'idée remontent en fait à 1991. C'est resté assez confidentiel pendant longtemps, jusqu'en 2017, où un papier de recherche a vraiment ravivé la flamme en montrant comment on pouvait appliquer ça à grande échelle. Le vrai tournant, c'est en 2021 avec le Switch Transformer de Google. Là, tout le monde a compris qu'on pouvait construire des modèles absolument gigantesques en termes de paramètres sans que les coûts de calcul n'explosent. Et aujourd'hui, on peut le dire, on est en plein dans l'âge d'or de cette architecture. Bon, maintenant qu'on a vu l'idée générale et son histoire, il est temps de soulever le capot et de regarder de plus près la mécanique interne. Comment est-ce que ça fonctionne, tout ça? La pièce maîtresse du système, c'est ce qu'on appelle le routage de tokens. Il faut savoir que le modèle ne lit pas des phrases, mais des tokens, qui sont en gros des mots ou des morceaux de mots. Le réseau de routage, le gating network, c'est le grand chef d'orchestre. Son rôle est crucial, il agit comme un contrôleur de trafic super intelligent qui décide, pour chaque token, quels experts sont les plus compétents pour le traiter. L'image de l'aiguillage ferroviaire est vraiment la meilleure pour se le représenter. Imaginez un train qui arrive à toute allure, chaque wagon étant un token. L'aiguillage, notre fameux gating network, regarde chaque wagon et en une fraction de seconde, l'envoie sur les 4 bonnes voies, celles qui mènent aux 4 experts les plus pertinents. C'est un processus incroyablement dynamique et rapide. Et ce mécanisme de routage nous amène directement au concept fondamental, l'activation clairsemée ou sparse activation. C'est le contraire d'une activation dense. Dans un modèle dense, 100% du réseau neuronal travaille tout le temps. Ici, c'est l'inverse. Seule une toute petite fraction des experts est utilisée à un instant T. C'est de là que vient l'énorme gain en efficacité. On n'allume que la lumière dans les pièces dont on a besoin. Et visuellement, la différence est frappante. D'un côté, le modèle dense, c'est comme allumer toutes les lumières d'un gratte-ciel en permanence, même si une seule personne est à l'intérieur. C'est un mur de calcul. De l'autre, le modèle MOES est bien plus intelligent. On n'allume que les lumières des bureaux où les gens travaillent. On voit bien ici que c'est une constellation de points actifs, pas un bloc monolithique. L'efficacité devient évidente. Alors, une question légitime. Est-ce que tous ces experts sont identiques? Pas du tout. Au fur et à mesure de l'entraînement, ils développent de véritables spécialisations. C'est fascinant à observer. On va avoir des experts qui deviennent des pros de la syntaxe, d'autres qui se spécialisent dans la connaissance scientifique, l'histoire
ou même des langages de programmation spécifiques comme Python ou JavaScript. Chacun devient une référence dans son domaine. Et ça, ce n'est pas juste une belle histoire, on peut le mesurer. Ce graphique, par exemple, montre quels experts sont activés en fonction du sujet de la question. Regardez bien, pour des sujets liés à la biologie, le système fait massivement appel à certains experts, disons les experts 2 et 3. Mais si on lui parle d'algèbre, hop, il va plutôt solliciter l'expert 0. C'est la preuve tangible que le modèle a appris à qui s'adresser pour quel type de problème. Il reste un dernier ingrédient essentiel pour que toute cette mécanique fonctionne sans accroc. C'est l'équilibrage de charge, le load balancing. Il faut s'assurer qu'on n'a pas un ou deux experts superstars qui reçoivent 90% du travail pendant que les autres ne font rien. Le système intègre donc des mécanismes pour répartir la charge de travail équitablement. C'est absolument crucial pour garantir la stabilité et la performance de l'ensemble du modèle. Voilà pour la théorie. Mais dans le monde réel, ça donne quoi? Quelles sont les grandes promesses de cette approche? Mais aussi, soyons honnêtes, quelles sont ses limites actuelles? Du côté des promesses, la liste est longue. D'abord, des services d'IA qui sont à la fois plus rapides et moins coûteux à faire tourner. Ça ouvre aussi la voie à des modèles multimodaux, bien plus complexes, capables de jongler avec du texte, des images, du son. Un domaine où ils excellent, c'est la génération de code, justement parce qu'on peut avoir des experts spécialisés pour chaque langage. En gros, c'est la clé pour continuer à augmenter la capacité des modèles sans que la facture énergétique et financière ne devienne complètement folle. Mais bien sûr, il n'y a pas de solution magique. Il y a des défis, et ils sont de taille. D'abord, entraîner ces modèles est beaucoup plus complexe et délicat à stabiliser qu'un modèle classique. Ensuite, et c'est un point crucial, même si on n'utilise que quelques experts à la fois pour le calcul, il faut quand même que tous les experts soient chargés en mémoire. Et ça demande une quantité de VRAM, la mémoire des cartes graphiques, qui est colossale et donc très coûteuse. Sans oublier les défis permanents de l'équilibrage de charge et le risque que certains experts finissent par apprendre les mêmes choses, ce qui est une perte de place. Alors, la question qui se pose pour conclure est la suivante. Est-ce que la prochaine grande révolution de l'IA sera celle de la spécialisation? Après des années de course effrénée à la taille, on est peut-être en train de basculer vers une nouvelle ère. Une ère où l'on construit des IA non plus comme des cerveaux monolithiques, mais comme des collectifs d'experts ultra performants qui collaborent. Une voie vraiment fascinante où, pour la première fois, être plus intelligent ne rime plus forcément avec être plus lourd.